Bonsoir à tous. Je voulais vous dire combien j'étais heureuse de savoir que vous organisiez une projection des engagés. Le désir de ce film est né en 2018, quand j'ai appris l'affaire des 7 de Briançon, qui sont des hommes qui se sont retrouvés en détention provisoire au Baumette pour avoir sauvé des exilés en montagne. Voilà, j'ai eu envie de me pencher sur cette histoire, d'aller dans la vallée de la Clarée, de raconter l'histoire du refuge, de rendre hommage aux gens qui, dans notre pays, font vivre au quotidien cette valeur fondamentale qu'est la fraternité. Donc j'espère que ce film vous plaira, vous embarquera dans ces montagnes, vous donnera peut-être aussi envie vous-même de vous engager. Et je vous souhaite une très très bonne projection. À Établir bientôt. l'échange avec Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, Voilà, donc je suppose que tu vois un petit peu la salle. je vois un petit peu la salle, oui. Bon. Alors écoute, on va te demander d'abord de te présenter, de présenter tes travaux depuis que tu es engagé au niveau journalisme, au niveau de l'écriture. Voilà, je sais que tu as été reporter dans un premier temps. Et après, on passera au film. Alors à toi. Eh ben voilà, je m'appelle Raphaël Kraft, je suis marié, j'ai deux enfants et je vous parle depuis le quartier de la Goutte d'Or à Paris, qui est un quartier d'immigration, hein. Il y a un tiers de Maghrébins, un tiers d'Africains subsahariens et puis un tiers, on va dire, de Caucasiens. J'y vis depuis une quinzaine d'années et je m'y sens très bien. Et je couvre effectivement les questions migratoires depuis 2014-2015, voire 2011, puisque j'étais en Libye au moment de la Révolution. Et je couvrais essentiellement les questions migratoires lors de la révolution libyenne, puisque les populations subsahariennes, nombreuses en Libye à l'époque, étaient prises entre deux feux. D'un côté, les kadhafistes qui les employaient pour contrer les révolutionnaires, et de l'autre, les révolutionnaires qui les suspectaient d'être du côté des kadhafistes. Donc c'était assez compliqué à gérer. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai couvert beaucoup de conflits au début des années 2000, enfin de 2000 à 2011 jusqu'à la naissance de mon fils. Et donc j'ai été le témoin à plusieurs reprises de ce que pouvait signifier l'exil dans des pays en guerre. Je pense aux Balkans, à l'Irak, à l'Afghanistan, à la Palestine, même si la question des réfugiés palestiniens est à part dans les questions contemporaines qui se posent aujourd'hui. Et ma présence ici ce soir, ben, c'est parce que je connais bien Gérard Mikaelian. J'étais son prof de tennis quand j'étais adolescent. Et Gérard, qui a suivi ce que je fais depuis 30 ans que je pratique le métier de journaliste, savait que je m'étais rendu dans le col de l'Échelle et dans la région du Briançonnais, dont parle Émilie Frêche dans son film. J'en ai tiré un livre qui s'appelle Les enfants de la Clarée, qui raconte grosso modo, non pas la même histoire, mais en tous les cas, ça s'en rapproche. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce que vous avez vu dans ce film. J'ai eu la chance, par votre association, de pouvoir le regarder. Je ne l'avais pas vu. Et je peux déjà vous dire qu'il est assez conforme à la réalité qui se passe dans le Briançonnais. Justement, c'était la question que j'allais te poser, ton analyse. Alors, une analyse peut-être, un avis, tu viens de le donner, des remarques, des commentaires, des zones Alors, d'ombre. analyse, bon, je n'aurais pas la prétention d'analyser, hein. Je pense qu'Émilie Frêche a suffisamment traîné dans le coin pour comprendre les ressorts de l'accueil là-bas, les tiraillements des uns et des autres. Ce qui ressort, ce qui, à mon avis, ce qui fait la force du film, c'est quelque chose à travers le personnage qui, soudain, en rentrant d'une randonnée avec ses beaux-enfants et sa compagne, se retrouve soudain confronté à la question de l'asile. Et je crois que c'est une donnée qu'on peut généraliser à l'ensemble de la France,
puisque depuis la dite crise des migrants en 2015, énormément de personnes qui n'avaient sinon aucun engagement associatif, aucun engagement politique, se sont retrouvées confrontées à la question de l'exil, en fait. Moi, le premier, puisque je vous disais que j'étais habitant de la Goutte d'Or, et j'ai été confronté, malgré moi, à la question de l'exil, puisque à 300 mètres de chez moi était installé un campement de migrants sous le métro aérien au niveau de la station La Chapelle. Vous avez dû voir les images il y a 8 ans maintenant. Et soudain, avec mon épouse, mes enfants, nous avons été confrontés à cette question parce que ça ne relevait plus seulement de nos activités professionnelles de journalistes, mais de citoyens, où la question de voir des personnes, souvent qui nous ressemblaient, quand je dis qui nous ressemblaient, c'est-à-dire qu'elles appartiennent généralement à la catégorie socio-professionnelle qui est la nôtre, c'est-à-dire CSP+, on va dire. Et donc, on a été embarqué dans cette histoire, à commencer par distribuer à manger, faire venir des gens pour se doucher, jusqu'à loger des personnes en difficulté. Et moi, c'est à partir de ça que j'ai commencé à véritablement couvrir les questions migratoires. D'abord, toutes les évacuations qui ont eu lieu en 2015-2016 à Paris. Et puis, après, j'ai ouvert mon champ de recherche pour me rendre en Méditerranée centrale, en Sicile, en Italie, dans les Alpes, dans le sud de la France, sur la frontière espagnole, même si j'avais déjà consacré des reportages à l'asile, comme je vous le disais, en Libye, mais également aux États-Unis, à la frontière mexicaine. Et donc, ce personnage que l'on voit dans le film, il est emblématique de toutes les personnes que l'on rencontre à Briançon, parce que la particularité de Briançon, c'est que au contraire de la vallée de la Roya, qui est proche de chez vous. Donc, je rappelle, la vallée de la Roya, c'est une vallée qui est située dans les Alpes-Maritimes et qui est coupée par la frontière franco-italienne. Dans la vallée de la Roya, il y a une sociologie politique, dirons-nous, où d'un côté, nous avons des tenants de l'accueil qui sont marqués politiquement à gauche, et de l'autre, des gens qui s'y opposent et qui sont marqués politiquement à l'extrême droite. Alors qu'à Briançon, il y a je dirais, une population qui n'est pas forcément marquée politiquement dans sa démarche d'accueil, c'est-à-dire qu'on va trouver à la fois des gens de droite, à la fois des gens de gauche, à la fois il y a beaucoup de catholiques qui s'y investissent. Et donc, en ce sens, la situation de Briançon est assez particulière en France. Je crois qu'on peut la retrouver également dans le Nord-Pas-de-Calais, où à la fois les réseaux chrétiens s'investissent beaucoup sur les questions de l'accueil. Donc sur le film, pour y revenir, tu n'as pas de remarques particulières, il n'y a rien qui t'a semblé incongru. Alors, la seule peut-être incongruité qu'on peut trouver, c'est la question de la détention provisoire préventive du personnage. À ma connaissance, je ne crois pas que les sept de Briançon, hein, dont est inspiré ce film, donc les sept de Briançon, ce sont ces sept personnes qui ont été poursuivies pour aide au passage illégal de la frontière. Il ne me semble pas qu'ils aient fait de la détention préventive. Donc après, on peut comprendre que pour un souci de dramatisation, de narratif, elle ait fait incarcérer son personnage principal, et ça ne me choque pas. Mais je ne sais même pas si on peut parler d'incongruité, mais de facto. Alors après, il y a clairement dans le Briançonnais, tout autant que dans les Alpes-Maritimes, mais aussi à Calais ou alors au Pays Basque, une criminalisation effectivement de la part de l'État et des forces de l'ordre de l'accueil, puisque nombre de personnes sont inquiétées. Pour ce qui est du Briançonnais, si vous prenez une personne qui a la peau noire en stop
depuis le col de Montgenèvre jusqu'à Briançon et que vous vous faites arrêter, vous pouvez être accusé effectivement d'aide au passage illégal parce que euh, selon les accords de réadmission transfrontaliers entre la France et l'Italie et les accords de Schengen, la France est en mesure, alors c'est tout à fait contestable avec le droit international, avec les traités que nous avons signés et dont nous sommes parfois à l'origine, c'est-à-dire que la police française peut, à 30 km à l'intérieur du territoire, arrêter une personne exilée sans papier et la notifier d'un refus d'entrée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être expulsée, parce que expulsée, ça veut dire qu'il y a tout un processus administratif qui intervient, c'est-à-dire qu'on l'enferme, on passe devant un juge, on lui notifie d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, alors que là, non, c'est une notification de refus d'entrée, c'est-à-dire qu'on ramène la personne à la frontière. Alors, idéalement, la police est censée la remettre aux autorités policières italiennes ou espagnoles, mais elles ne le font pas. C'est-à-dire que très souvent, les personnes sont abandonnées littéralement dans la montagne. Et on le voit avec le jeune Joko, lorsque le jeune Joko est laissé au col de Montgenèvre, c'est-à-dire du côté de Clavière, donc qui est côté italien, dans la nuit et dans le froid, c'est tout à fait conforme à la réalité, puisque moi-même, je l'ai vécu, et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon livre Les enfants de la Clarée, l'abandon par la police française de 4 enfants dans la nuit, dans la montagne, en hiver et par grand froid. On va en parler tout à l'heure de ton livre. En attendant, est-ce qu'il y a des questions à Raphaël Kraft sur le film ici? Oui, alors justement, je me dis, mais il y a quelque chose en droit français qui s'appelle, comment dire, ça y est, non-assistance à personne en danger. Donc, quand des policiers lâchent des enfants comme ça en pleine montagne, ils sont pas, enfin, il y a pas une notion de justice et personne ne peut poursuivre l'État pour ce genre de politique. Enfin, ça me semble tellement illégal que je ne comprends pas comment ça peut passer. Et comment Alors, des avocats d'associations ne peuvent pas. Voilà. je réponds? Oui. Excusez-moi. Alors, effectivement, votre question, elle est évidente. Et moi-même, je me la suis posée. Je raconterai une histoire personnelle lorsque donc, c'était en novembre 2017, j'ai été témoin de l'abandon d'enfants dans la montagne. J'ai réalisé, j'ai moi-même été arrêté par la police parce que, je vous raconterai à l'issue. Euh, le Gisti, quand il a écouté mon reportage qui était passé sur France Culture, Qu'est-ce que c'est que euh, le Gisti, c'est donc le groupement d'information et de soutien pour les immigrés. Donc, c'est une association du type de la CIMAD, par exemple, qui aide les immigrés depuis de nombreuses années. Et c'est une association très active. Et le GISTI m'avait approché pour réfléchir effectivement à comment on aurait pu poursuivre l'État. Et le problème qui se posait, c'est que il fallait que les enfants qui ont été victimes de cet abandon et donc de cette non-assistance à personne en danger portent plainte eux-mêmes. Et en l'occurrence, on parle de personnes qui sont traumatisées par un voyage qui les a fait traverser l'Afrique, le Sahara, les tortures en Libye, la traversée de la Méditerranée dans des bateaux de fortune, le sauvetage, l'arrivée en Italie, le passage des Alpes, qui n'est pas une mince affaire en hiver. Et donc, ce sont des enfants qui n'ont confiance en personne et qui n'ont certainement pas envie de se lancer dans une procédure parce que leur objectif principal, c'est d'aller à l'école. C'est ça. C'est-à-dire que là, je parle pour les mineurs isolés.
Et en l'occurrence, les mineurs isolés, c'était à l'époque 50% des passages par l'école de l'Échelle et de Montgenèvre. Et donc, poursuivre l'État, c'était extrêmement compliqué. Ensuite, il y a des associations, effectivement, des ONG qui régulièrement interpellent la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État et que sais-je encore. Je pense à Amnesty International, à la Ligue des droits de l'homme, à Human Rights Watch, mais malheureusement, ça n'aboutit jamais. Et d'autre part, je dois vous dire que peu de cas est fait de ces atteintes graves à la dignité humaine et notamment des atteintes graves à la dignité des enfants et notamment à la Convention de New York sur la protection des droits de l'enfant que la France a initiée à la fin des années 70. Donc c'est assez difficile et ça ne fait pas la une du journal de 20 heures, hein. C'est le problème. C'est-à-dire que pour appeler l'attention de l'opinion publique, il faudrait que les médias suivent derrière, et je ne crois pas que ce soit le cas. D'autres interventions? Oui, Raphaël, c'est Gérard. Dans Les Enfants de la Clarée, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il y a deux parties. Alors, une première partie qui raconte les anecdotes, entre guillemets, qui se passe dans la vallée de la Clarée, et une deuxième partie euh, euh, qui narre la recherche que tu as fait dans le pays d'origine de ces migrants. Quel est le pays, rappelle-le-moi? La Guinée. La Guinée, voilà. Donc, Raphaël, pour répondre à de multiples questions, s'est intéressé euh, à la raison qui fait que ces enfants émigrent. Et s'est rendu en Guinée et a enquêté là-dessus. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, bien sûr. La question des mineurs isolés, elle est vraiment à distinguer comment dirais-je, des autres types de personnes en migration, on va dire, hein. Et pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement la Guinée, puisque l'immense majorité des mineurs isolés ou des mineurs non accompagnés, tels qu'on les appelle aujourd'hui, les MNA, l'immense majorité des mineurs non accompagnés originaires d'Afrique de l'Ouest viennent de Guinée. Et, et les autres viennent de Côte d'Ivoire, de Gambie, principalement. Pourquoi partent-ils? Dans 75 à 80% des cas, on assiste à des fugues, en fait. Ce sont des enfants qui sont victimes du confiage, très souvent. Alors, le confiage, qu'est-ce que c'est? C'est euh, vous êtes, euh, vous êtes né dans une ville de province ou dans un village loin de tout, et vos parents vous confient à un oncle qui est dans la capitale, qui va vous permettre d'aller à l'école, de poursuivre des études. Et très souvent, ces enfants sont en état d'exploitation, en fait, voire d'esclavage, et donc fuient l'endroit où ils ont été confiés. Ils ont été confiés à des proches, donc à de la famille, ils ont été confiés parfois à des amis, ils ont été confiés parfois à des marabouts, et donc ces jeunes décident de partir. Et lorsqu'ils décident de partir, là je suis en train de vous faire un portrait robot, hein. Il y a bien sûr des cas particuliers, chaque expérience migratoire est différente et singulière, mais globalement c'est à peu près ça. Et ces mineurs, ils n'ont pas de projet migratoire constitué. C'est-à-dire que ce sont d'abord des enfants qui fuient, qui fuguent. Donc, qui vont soit voler leur oncle ou leur tante ou que sais-je encore pour se constituer un petit pactole pour prendre la route, soit ils vont travailler, hein,
lors de leur temps libre, puisque l'essentiel de leur temps est consacré au ménage, à apporter de l'eau, à faire la cuisine dans la maison qui les accueille, entre guillemets. Et donc, ils vont d'abord dans un pays voisin. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que les migrants africains, 80% d'entre eux migrent à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire que la migration vers le nord, c'est-à-dire vers l'Europe, demeure marginale finalement. Ce sont les mieux pourvus financièrement qui vont en Europe, les mieux pourvus culturellement, socialement, qui vont jusqu'en Europe. Et donc, ces jeunes mineurs, bah, ils vont aller qui au Mali, qui en Sierra Leone, qui au Sénégal, où il y a par exemple une grande communauté, une grande diaspora guinéenne, du fait de la dictature de Sékou Touré, qui a vu un grand nombre de Guinéens partir lors de cette dictature. On parle de 2 millions de personnes. Et ils vont faire des sauts de puce en Afrique, c'est-à-dire qu'ils vont arriver quelque part, ils seront peut-être logés par un proche, ils vont travailler pour poursuivre leur route, parfois rentrer au pays, et très souvent ils arrivent soit en Libye, soit en Algérie, soit au Maroc, euh, à la fois parce qu'ils pensent qu'ils ont une chance d'étudier là-bas, mais aussi parce qu'ils peuvent travailler. Il ne faut pas oublier que la Libye, malgré toutes les horreurs qu'on entend à propos d'elle, demeure un pays attractif en ce sens que ben, il y a du travail en Libye et les Libyens ne travaillent pas. Quand je dis les Libyens ne travaillent pas, c'est-à-dire que c'est une économie qui est proche de celle des économies du Golfe, hein, je pense au Koweït, Émirats arabes unis, Arabie saoudite. On l'a vu lors de la Coupe du monde du Qatar, la condition des migrants originaires du Bangladesh, du Pakistan, d'Inde, etc. Eh bien, l'économie libyenne, c'est une économie de rente, hein, avec le pétrole. Eh bien, lorsqu'il faut ramasser les oranges, lorsqu'il faut construire des maisons, lorsqu'il faut entretenir des jardins, on fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Et cette main-d'œuvre, elle était auparavant saisonnière. Elle venait du Mali, elle venait du sud du Sahara. Et on venait travailler quelques mois en Libye pour gagner un petit peu d'argent, ou alors y rester. Et quand je dis cette main-d'œuvre, elle fait les travaux des champs, elle fait le travail que les Libyens ne veulent pas faire. Cette main-d'œuvre, elle est aussi à l'accueil d'un grand hôtel de la capitale libyenne, à Tripoli. C'est-à-dire que tous les pans de l'économie libyenne dépendent de l'immigration. Et donc, la Libye est attractive, et donc ces jeunes mineurs non accompagnés se retrouvent en Libye, où là, on est dans un État qui aujourd'hui est failli, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi, et un certain nombre d'individus en Libye profitent de la précarité à la fois juridique et économique de ces migrants et entreprennent du chantage, de l'escroquerie. Donc quand on entend des migrants qui sont torturés en Libye, c'est parce que on veut leur escroquer on veut leur prendre l'argent de leur famille, c'est-à-dire que on torture quelqu'un, on appelle sa mère en même temps. Donc le fils crie parce qu'il est torturé, et si vous n'envoyez pas, je sais pas, 500 dollars à tel compte en banque, on va tuer votre fils. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, la seule porte de sortie de la Libye, parce qu'il faut savoir que la traversée du Sahara est extrêmement difficile, et elle a été rendue extrêmement difficile par les différentes politiques européennes, hein, puisque l'Europe est intervenue pour rendre plus difficile la traversée des frontières en Afrique. Et donc, la traversée du Sahara se fait par des chemins détournés, des chemins beaucoup plus dangereux. C'est pour ça qu'on enregistre beaucoup de morts dans le Sahara. Donc, une fois qu'on a passé le Sahara, on ne veut surtout pas revenir parce qu'on a failli mourir en allant vers le nord. On ne veut pas mourir en allant vers le sud, ce qui signerait un constat d'échec. Donc, on a d'autres choix que de traverser la Méditerranée, en l'occurrence sur des bateaux de fortune, des Zodiacs je sais pas, une dizaine de mètres de long, qui peuvent transporter jusqu'à 120, 140, 160 personnes et espérer être sauvés par
le bateau d'une ONG comme SOS Méditerranée ou Médecins sans frontières, ou un bateau qui passe par là et pour arriver en Europe. Et donc, lorsque ces jeunes mineurs non accompagnés débarquent en Europe, ça n'était pas leur objectif initial. Par contre, ils arrivent en Italie, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'avenir en Italie, puisque les conditions d'accueil des mineurs non accompagnés en Italie sont assez mauvaises. Ils parlent un petit peu le français pour certains d'entre eux, et donc vont en France avec l'espoir de pouvoir aller à l'école. Parce que c'est véritablement leur objectif principal, aller à l'école. Ils n'ont pas pu le faire lorsqu'ils étaient eux-mêmes en Guinée, puisqu'ils étaient en situation d'exploitation par un proche, par la famille. Et c'est la raison pour laquelle ils se rendent en France. Et là, lorsqu'ils arrivent en France, et je pense au jeune Joko, ils se retrouvent dans un processus que peut-être vous connaissez ou dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire la reconnaissance de la minorité. Et la reconnaissance de la minorité pose énormément de problèmes puisque c'est à partir de tests osseux que l'on va que le juge des enfants va déterminer si oui ou non ces enfants sont des mineurs. Et le problème, c'est que ce test osseux a été développé dans les années 50 sur des populations blanches américaines très bien nourries et qu'il est difficile de l'appliquer à des populations d'origine africaine avec un régime alimentaire différent, un parcours de vie différent. Et très souvent bah, ces personnes mineures ne sont pas reconnues mineures et se retrouvent dans une situation administrative extrêmement compliquée, puisque bon, elles peuvent demander l'asile, mais la chance d'obtenir un statut de réfugié est extrêmement faible. Et donc, elles se retrouvent, bah, comme beaucoup de gens aujourd'hui en France, dans un trou noir administratif où on ne peut pas les renvoyer parce que les conditions d'accueil dans leur pays d'origine ne le permettent pas, et on ne peut pas les accepter parce que, elles n'ont pas le statut de réfugié. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Il y a des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui en errance, et parmi elles des mineurs en errance en Europe, c'est-à-dire qui ont un avenir bouché. Je pense aux Afghans, hein. Lorsque vous voyez en ce moment à Paris sont démantelés régulièrement des campements de fortune, et à 300 mètres de chez moi en l'occurrence, il y a beaucoup d'Afghans parmi eux qui ont été déboutés de l'asile en Allemagne, en Scandinavie, en Suède notamment, au Danemark, et qui doivent attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour ne plus être dublinés, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reset de leur dossier administratif pour reformuler une demande d'asile. Et le problème qui se pose aux autorités, au gouvernement européen du moment, c'est que il est compliqué de renvoyer des Afghans en Afghanistan. Alors ils le font, hein, puisqu'il y a des charters quand même qui vont à Kaboul. Il y a des accords qui sont signés avec la dictature soudanaise, voire érythréenne, qui est quand même l'équivalent de la Corée du Nord en Afrique. Et donc, on renvoie des personnes, ou en tous les cas, tout est fait pour tenter de les renvoyer, mais l'immense majorité sont dans cette espèce de couloir, hein. Je pense au film avec Tom Hanks où il est bloqué dans cet aéroport. Bon, bah là, c'est pareil, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne, à qui l'on ne donne pas accès à leurs droits fondamentaux. Je pense à un accueil digne, hein, c'est-à-dire un toit et à manger. Et donc, elles se retrouvent à errer dans la rue et souvent se retrouver dans des états psychologiques extrêmement difficiles, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être éligible au droit d'asile? Et, faut faire Alors là, ça, ça a fait l'objet de nombreuses thèses. Qu'est-ce qu'il faut pour être éligible au droit d'asile? Bah, c'est quelque chose. Alors, j'invite les personnes présentes dans la salle à lire un très bon livre qui s'appelle L'asile et l'exil de Karen Akoka.
qui est une transcription édulcorée de sa thèse sur l'histoire de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, donc l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'organisme qui est chargé d'examiner les demandes d'asile. Elle a été créée en 1951 au moment des accords de Genève sur le droit des réfugiés. Donc on sort de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'on lit ce livre, on comprend que finalement, la définition du réfugié, elle est changeante en fonction des époques. C'est-à-dire que si l'on prend par exemple les Yougoslaves, euh, ben, euh, ils étaient éligibles au droit d'asile dans les années 50, 60, jusqu'à ce que nous normalisions nos relations diplomatiques avec Tito et que nous fassions construire des usines d'automobiles dans la banlieue de Belgrade et que accorder l'asile à des opposants politiques yougoslaves alors que nous entretenons d'excellentes relations commerciales et diplomatiques avec la Yougoslavie, ben, ça devenait compliqué. Donc, ce qu'on a fait, comme on avait besoin de main-d'œuvre à l'époque, on disait aux Yougoslaves, non, non, ne demandez pas l'asile, mais venez travailler et devenez des migrants économiques en quelque sorte. Et c'était la même chose avec les Portugais, c'est-à-dire que la chance d'obtenir un statut de réfugié lorsqu'on était portugais au moment de la dictature de Salazar était infime. En revanche, être accepté comme migrant économique était beaucoup plus facile. Pour ce qui est des boat people, alors je vois qu'il y a beaucoup de têtes blanches dans la salle, et je dis ça respectueusement. Les boat people, vous vous en souvenez, dans les années 70-80, lorsque les personnes qui fuyaient la guerre du Vietnam, le Kampuchea démocratique, bah bref, tous les événements qui ont marqué cette époque de la guerre froide, on les accueillait à bras ouverts parce que nous étions dans le camp du bien face à l'Est communiste et que donc on a accueilli environ 130 000 réfugiés indochinois à cette époque sans que cela pose aucun problème. Il y avait même un consensus entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre se sont rencontrés à ce sujet. Valéry Giscard d'Estaing, qui était président à l'époque, a ouvert les vannes. Et donc, il y a eu une démarche d'accueil qui est assez comparable à celle de Angela Merkel en 2015 lorsqu'elle décide d'accueillir les Syriens. D'autant plus que la France, à ce moment-là, venait de fermer l'immigration et se retrouvait dans une situation où elle avait quand même besoin d'emploi. Et pour ne pas se dédire, le gouvernement français va ouvrir les vannes et permettre aux réfugiés indochinois de venir. Donc, en même temps que le Congo de Mobutu, le Zaïre, 95% des demandes d'asile des opposants politiques à Mobutu ben, n'aboutissaient pas parce que Mobutu était notre ami. On avait des concessions minières chez lui, on lui vendait des armes, etc. Donc, la question du bon ou du mauvais réfugié, elle change en fonction de l'époque. Et là, on le voit avec les Ukrainiens. On accueille les Ukrainiens parce que euh, je, 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 je ne crois pas que ce soit seulement pour des raisons culturelles, à savoir ils sont blancs, chrétiens. C'est aussi des questions politiques et pragmatiques. Nous soutenons l'Ukraine, et je ne le conteste pas, et donc nous accueillons ces ressortissants très facilement. Ce qui n'est pas vraiment le cas des autres populations en ce moment. Par exemple, les Afghans ne sont pas éligibles aujourd'hui. Si, ils sont éligibles. Après, c'est pas parce que vous êtes afghan que vous êtes automatiquement accepté comme réfugié. C'est-à-dire que lorsque vous demandez l'asile, vous passez devant un officier de protection qui va vous poser un certain nombre de questions et pour savoir si effectivement vous avez été persécuté dans votre pays d'origine. Mais ça n'est pas une délivrance automatique. Il y a des périodes de l'histoire où la délivrance est automatique, comme le cas des Indochinois, où le taux d'acceptation était de l'ordre de 98 à 99%. Mais aujourd'hui, les Afghans, je crois qu'on est à 35% de réponses positives.
Raphaël, je vais te passer Emmanuel Charles. On t'a peut-être dit qu'on avait organisé cette soirée avec deux associations, une qui s'appelle Ritimo et l'autre qui s'appelle Migrants Var Est. Voilà, donc Emmanuel représente notamment Ritimo, les deux, et donc il va te parler. Oui, donc vous avez parlé des Ukrainiens. Les Ukrainiens ne sont pas des réfugiés, ils sont des déplacés, ils ont un statut un peu particulier. Tous les Ukrainiens qui, jusqu'au 24 février, qui demandaient l'asile en France, parce que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus de l'Europe et avec des services secrets qui valent largement le FSB, tous ces Ukrainiens qui demandaient l'asile en France avant le 24 février étaient déboutés du droit d'asile. Il y en a plein dans la région de Draguignan qui vivent pauvrement en attendant de faire vieillir leur présence en France. Pour ce qui est de la Convention de Genève, qui date de 1951 et qui a été signée en 1952 par la France, il faut préciser que l'asile est donné actuellement, selon la Convention de Genève, à toutes les personnes qui se plaignent de leur pays pour des raisons politiques, ethniques, sexuelles ou religieuses. C'est à peu près les 4 chapitres de la Convention de Genève qui sont appliqués par l'interrogatoire à l'OFPRA. Et c'est comme un examen, c'est-à-dire les gens qui arrivent sans preuve et qui n'arrivent pas à reconstituer des preuves de cette persécution, ils sont déboutés. Beaucoup de gens qui demandent l'asile actuellement le demandent parce que des voisins proches de la police les ont tourmentés, ou parce que la famille les a tourmentés. Et donc là, ils vont au casse-pipe dans l'interrogatoire de l'asile. Et donc, les associations que nous sommes et qui préparons les interrogatoires avec eux, essayons de les ramener vers qu'est-ce que vous pouvez reprocher à votre pays, en quoi votre pays vous a nuit, y compris dans la position des voisins liée à la police ou à la politique. Toi, Raphaël. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. Ce que je voulais juste dire, c'est que nonobstant les règles édictées par la Convention de Genève, les conditions d'obtention du statut de réfugié ne dépendent pas seulement malheureusement de la véracité des faits énoncés par les personnes dites persécutées, mais également d'un contexte politique intérieur, géopolitique, qui fait que, en fonction des époques, on va accorder plus l'asile à tel ressortissant de tel pays qu'à d'autres. Effectivement, les Ukrainiens aujourd'hui ont un statut spécial et je ne suis pas étonné que, et vous me l'apprenez, que l'obtention du statut de réfugié pour les Ukrainiens avant le 24 février fut extrêmement difficile. D'autres interventions dans la salle? Alors, Raphaël, Gérard t'a déjà fait parler un petit peu de ton bouquin, les enfants de la Clarée. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler maintenant de ton histoire, de ton aventure, de ton engagement? Alors, il ne s'agit pas d'engagement, il s'agit d'un reporter qui se retrouve confronté à une situation et en fonction de cette situation, il réagit euh, selon son, comment dire, enfin, en l'occurrence, voilà, j'avais décidé de me rendre dans la région de Briançon parce qu'il y avait eu un ou deux reportages qui étaient parus, un dans Mediapart, l'autre dans La Croix, qui faisaient état d'une nouvelle voie de passage
dans cette région des Alpes. Et pourquoi cette région des Alpes? Parce que nous avons là les deux cols les plus bas des Alpes occidentales et que leur accès est facilité par le train. Alors, il faut savoir que les migrants passent là où il y a la possibilité de services publics, donc de transport. Vous ne verrez personne dans le col de Tende. Vous ne verrez personne, vous verrez rarement quelqu'un dans le col du Mont-Cenis. En revanche, le col de l'Échelle et le col de Montgenèvre, il y a la gare de Bardonecchia juste en bas, pour ce qui est du col de l'Échelle, la gare de Doulx pour ce qui est du col de Montgenèvre. Et donc, lorsqu'on sort de la gare, il est très facile de marcher quelques kilomètres pour atteindre la France. Et donc, cette route migratoire venait de s'ouvrir et il y a environ 2000 personnes qui étaient passées pendant l'été 2017. Et je me disais qu'il serait intéressant de voir comment ça se passerait pendant l'hiver. Et donc, j'y suis allé au mois de novembre, au moment des premières neiges. Et le hasard a fait que lors d'une maraude, donc, maraude, vous avez vu ça dans le film. Donc, ce sont ces personnes qui patrouillent dans l'école de l'Échelle et de Montgenèvre pour venir en aide aux personnes en difficulté, en l'occurrence des personnes majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne et qui n'ont qu'une connaissance extrêmement vague de ce que peut être l'environnement montagnard, et notamment en hiver en Europe. Et lors d'une de ces maraudes, nous avons rencontré quatre mineurs, trois d'origine guinéenne, et au moment de les ramener dans un lieu sûr, donc en l'occurrence au refuge de Briançon, que l'on voit dans le film d'Émilie Frêche, nous avons été arrêtés à un barrage de police dans la vallée de la Clarée. Donc la vallée de la Clarée, c'est une vallée qui est parallèle à la montée vers le col de Montgenèvre, qui mène jusqu'au col de l'Échelle. Et là, nous avons été arrêtés. Les enfants ont été arrêtés également et ils ont été abandonnés dans la montagne. Et j'ai pu le prouver puisque le lendemain, avant d'être convoqué à la gendarmerie, je suis allé les voir et j'ai pu recueillir leur récit qui était concordant. À 1 heure du matin, il faisait -10, la police les a laissés comme ça, comme Joko dans le film. Et j'étais particulièrement choqué parce que la commission de ce délit n'avait pour l'heure qu'été documentée par des associations et jamais par la presse. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir un scoop, même si journaliste travaillant principalement pour le service public et France Culture en particulier, on n'est pas trop adepte du scoop. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que ce scoop n'en était pas un et que le fait d'abandonner les enfants pour reprendre la question de Madame tout à l'heure bah, était quelque chose sinon de normal ou en tous les cas qui passait sous les radars des médias. Et ce reportage était le premier dans la région qui faisait un peu de bruit au niveau national, si bien que beaucoup de reporters sont venus à la suite, puisqu'il y a eu quand même, j'étais avec une consoeur suisse qui a été arrêtée par la gendarmerie, interrogée. Il y a eu une petite crise diplomatique entre la Suisse et la France, donc ça avait fait un petit peu de bruit. Et, euh, et du fait de ce reportage, j'avais lié des amitiés avec les personnes qui vivent dans la vallée de la Clarée, et notamment une personne, Bernard Ligère, qui était, puisqu'il est décédé en 2018, Bernard Ligère, qui était un vieux monsieur qui avait été officier d'active. Et il se trouve que j'ai moi-même été un temps officier dans la Légion étrangère. Et donc, moi, j'étais un peu lié à lui à la fois pour bah, le fait que nous ayons servi, lui et moi, à des époques différentes, puisque lui, il était en Algérie et moi en Afghanistan avec la Légion. Voilà, j'avais lié des amitiés. J'avais connu les institutrices du village, les pompiers, le maire.
Et concomitamment, un ami à moi cherchait quelqu'un pour son association qui consiste qui est une association d'éducation aux médias, qui consiste à envoyer un journaliste professionnel dans un pays étranger comme envoyé spécial au service de classes qui vont du CP jusqu'à la terminale. Et donc, vous prenez un journaliste et puis il est aux ordres d'une quinzaine de classes, donc d'enfants de 7 à 17 ans, qui vont lui commander des reportages, qui vont lui demander de poser telle ou telle question. Et il cherchait quelqu'un pour partir. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, je veux bien partir comme correspondant en Guinée pour la classe du village de Nevache, puisque Nevache, donc c'est le village qui est situé dans la vallée de la Clarée, et les enfants de l'école, c'est une classe unique, voient passer tant et tant de mineurs non accompagnés, majoritairement guinéens, et donc je me suis mis au service de cette classe et d'autres classes pour partir en Guinée, faire des reportages pour ces enfants à la commande de ces enfants, j'étais aux ordres. Et j'en ai profité, bien sûr, puisque les questions migratoires m'intéressent, pour enquêter sur les raisons qui poussent ces jeunes à partir de leur pays. Et j'en ai tiré ce livre qui s'appelle Les enfants de la Clarée. Et les enfants, ce sont à la fois les enfants de l'école de Nevache et à la fois les jeunes mineurs non accompagnés qui passent à leur risque et péril par l'école de l'Échelle et de Montgenèvre. Tu nous as déjà un peu parlé de ton investigation en Guinée. Tu peux encore en parler? Alors, la Guinée, oui, alors, oui, bien sûr, je peux encore en parler. La Guinée, c'est un pays qui a connu une dictature féroce de 1958 à 1983 et qui, depuis 1983, est gouverné à coup de coups d'État militaires principalement et dont la population est une des plus pauvres du monde. C'est-à-dire que l'indice de développement humain pour la Guinée est parmi les plus faibles du monde, ce qui la classe au niveau de la Somalie et d'autres pays dans le genre. Et, euh, et la population est si pauvre. Alors, vous avez des Guinéens qui parviennent jusqu'en Europe, mais il faut comprendre que la migration n'est rendue possible que si on a les moyens de voyager. Et donc, les migrants qui arrivent en France ou qui arrivent en Europe sont généralement les mieux pourvus financièrement. Et donc, s'il y a des Guinéens qui arrivent en France aujourd'hui, ce sont effectivement les Guinéens les mieux pourvus financièrement qui ne peuvent pas emprunter les voies légales et donc vont prendre le risque de traverser l'Afrique, le Sahara et arriver jusqu'en Europe. Ce qui m'a beaucoup intéressé lorsque j'étais en Afrique, et en Guinée en particulier, c'est la façon dont l'Union européenne, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, finance des campagnes d'influence ou de propagande pour inciter les personnes à rester chez elles. C'est-à-dire que on va par exemple écrire une chanson pour un groupe de rap écouté par les jeunes, et dans cette chanson, on va dire voyager c'est mal, partir c'est mal, c'est dangereux, vous allez risquer votre vie. Et donc il y a des sommes considérables qui sont dépensées par le contribuable européen pour essayer de changer la perception de la migration et de changer la perception de l'Europe chez les habitants des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée, mais également le Sénégal. Et ça a été commencé au début des années 2000. Et le paradoxe, c'est que c'est un des artistes les plus mondialisés du monde, si je puis dire. C'est Youssou N'Dour qui a été le premier à participer à ces campagnes. Donc, pour dire surtout
ne prenez pas des bateaux pour aller jusqu'aux Canaries parce que c'est dangereux, alors que lui-même n'a aucun problème pour circuler autour de la planète. Et donc aujourd'hui, vous avez voilà, énormément d'artistes en Guinée, au Mali, qui sont financés pour essayer de changer de paradigme et d'insuffler un patriotisme économique, de, de, de rendre la sédentarité désirable pour des pays qui sont absolument indésirables aujourd'hui pour qui veut s'y construire un bon avenir. On approche de la fin du débat. Des questions dans la salle avant de conclure. Peut-être Dany qui voudra ensuite intervenir, je crois. Tu n'es pas sûr? Bon, un petit peu. Encore une question, Emmanuel, peut-être? Oui, alors, en conclusion, on veut dire, d'accord. Oui, est-ce que tu peux, alors déjà, on va te remercier pour l'intervention, ta disponibilité, même si tu fais ça par un petit peu en Gérard, tu l'as quand même fait. Oh, mais non, mais je suis toujours ravi de parler de ces questions. Ça nous fait plaisir. Tu peux nous parler 2 minutes de ton autre livre, Le Passeur, peut-être, comme ça, on te fait un petit peu de pub quand même. Ah, c'est sympa. Alors, passeur, alors c'est pas le passeur, c'est passeur. Ok. C'est en septembre-octobre 2015. Je me suis rendu à la frontière franco-italienne pour rendre compte de la situation migratoire à cette époque, hein. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en juin 2015, la frontière est fermée, ou en tous les cas, les contrôles sont rétablis à Menton. On est en pleine, ce qu'on appelle la crise migratoire, même si c'est plus une crise de l'accueil. Et, euh, et au mois de septembre, on n'en parlait déjà plus. Donc je me suis dit, tiens, si on n'en parle plus, c'est que peut-être va-t-il s'y passer des choses. Et donc je me suis rendu là-bas. Et un jour que je me trouvais à la gare de Vintimille, euh, je, j'accompagnais une avocate euh, qui se rendait chaque week-end, un week-end sur deux à Calais, un week-end sur deux à Vintimille, pour renseigner les migrants sur leurs droits. Parce qu'une des grosses lacunes qui existent aujourd'hui, c'est l'accès aux droits, en fait. Et donc, lorsqu'une personne en situation d'exil arrive à une frontière, arrive dans un nouveau pays, elle n'a absolument aucune conscience de ses droits. Et donc, cette jeune avocate qui travaillait dans un cabinet toute la semaine et et consacrait tous ses week-ends à permettre l'accès aux droits aux exilés, était à Vintimille ce jour-là. Et dans le cadre de mon reportage, je voulais enregistrer, puisque je fais principalement de la radio, moi, enregistrer son interaction avec une famille kurde irakienne qui se trouvait à Vintimille. Et ces Kurdes irakiens voulaient aller en Angleterre. On était déjà au début du mois d'octobre. Et donc, l'avocate leur disait que ils allaient se retrouver dans la boue et dans la fange de la jungle de Calais avec des enfants en bas âge. Ils avaient deux enfants, dont une petite fille qui avait l'air très malade. Et elle leur expliquait que du fait de leur pays d'origine, donc l'Irak, et en l'occurrence le Kurdistan irakien, du fait de leur statut familial, c'est-à-dire c'est une famille avec enfants en bas âge, ils peuvent très facilement obtenir au moins la protection subsidiaire. C'est-à-dire la protection subsidiaire, ça n'est pas le statut de réfugié, mais c'est un statut qui vous permet de rester légalement en France parce que les conditions dans votre pays ne permettent pas un retour immédiat. Et donc, la protection subsidiaire, et monsieur à droite de la salle, donc à ma gauche, me corrigera. Je crois que c'est 2 ans et renouvelable. C'est 2 ans renouvelables, peut-être 3. Et,
Et donc, elle leur dit, mais il ne faut pas aller à Calais, il faut demander l'asile. Et moi, j'étais avec mon micro, et à l'époque, j'avais une vieille Mercedes blanche, et cette famille kurde irakienne, je l'avais vue à plusieurs reprises, je les avais déjà interviewés, et ils m'avaient vu me garer sur le parking de la gare de Vintimille, et l'avocate leur dit, le père de famille demande à l'avocate, mais où est-ce qu'on va pour demander l'asile ou demander la protection subsidiaire? Et elle lui dit, bah, vous allez à la préfecture de Nice. Et le Kurde lui dit, mais oui, mais comment va-t-on à la préfecture de Nice? Il faut traverser la frontière, est-ce que vous pouvez nous emmener? Et l'avocate lui dit, bah non, c'est illégal, je ne peux pas vous emmener, je ne peux pas vous faire passer la frontière. Et donc le Kurde lui dit, mais c'est n'importe quoi ce que vous me racontez. Vous m'invitez à demander l'asile en France et vous m'expliquez que c'est illégal de passer la frontière. Car en effet, le seul moyen aujourd'hui, à moins que vous soyez un intellectuel connu et reconnu dans un pays étranger où vous pouvez directement vous rendre à l'ambassade pour trouver la protection, l'asile, c'est comme la Légion étrangère, on ne peut l'obtenir qu'en voyageant jusqu'au pays d'accueil. Et donc le Kurde demande à l'avocate, est-ce que tu peux nous emmener en France? Et elle dit, bah non, je peux pas, c'est illégal. Et le mec se tourne vers moi et il me dit, toi, tu as une voiture, j'ai vu, tu as une Mercedes, tu as de la place, est-ce que tu peux nous emmener en France? Et je me suis retrouvé dans cette situation où, certes, je suis journaliste, mais comment puis-je lui dire non? Que puis-je invoquer pour lui dire, bah non, désolé, j'ai autre chose à faire, puis c'est illégal, c'est pas mon affaire. En l'occurrence, j'ai pensé qu'en ma qualité de citoyen français, c'était mon affaire. Euh, Organiser un passage d'une famille comme ça en voiture, c'est pas très compliqué. J'ai téléphoné à un camarade, un ami dans l'arrière-pays niçois qui est investi dans le réseau associatif des Alpes-Maritimes, militant du droit d'asile et qui, par ailleurs, accueillait jusqu'à 20, 30 exilés par jour chez lui, dans sa grande maison. Il en a accueilli, je ne sais pas, 6, 7 000 en 5 ans. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, il y a une famille kurde, elle ne tient pas dans ma voiture, est-ce que tu peux t'en occuper? Et j'ai retrouvé les Kurdes le lendemain soir chez lui. Ils s'en étaient en effet occupés. Et je me sentais, j'avais le sentiment de de pas être allé au bout d'un engagement qui s'était présenté à moi, en fait. Et en même temps que je discutais avec ce Kurde, se tenait un mec sympa, cool, assis sur la rambarde de la gare de Vintimille, avec une tête qui ressemblait à Haïlé Sélassié, un espèce de Rastafari. Et, euh, et il m'a interpellé, il m'a dit j'ai envie de parler dans ton micro, j'ai envie de te dire, moi, ce que je vis, etc. C'était un Soudanais. Et j'étais fatigué, j'avais passé là. Quand on fait des reportages sur les questions migratoires, c'est souvent des témoignages durs. Et quand on arrive à la fin de la journée, on a parfois envie d'arrêter. Et puis j'avais déjà tout ce qui était nécessaire à la réalisation de mon reportage. J'avais pu interviewer le préfet, j'avais pu interviewer les syndicats de police, les avocats, bref, tout le monde. Donc, j'avais pas besoin de cette interview. Mais je l'interview quand même, il m'avait l'air sympa. Ça doit vous arriver, vous êtes à la queue du supermarché, et puis il y a quelqu'un devant ou derrière vous qui a l'air sympa. Vous savez pas pourquoi, vous avez envie de l'inviter à prendre l'apéro. Il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose avec ce type. Et je fais l'interview du mec qui me dit, et c'est un Soudanais, j'adore la France. C'est assez rare pour un Soudanais parce que leur lien avec la France, généralement les Soudanais, alors il y a des demandes, il y a des diasporas soudanaises qui commencent à se constituer en France, mais généralement les Soudanais, ils veulent aller en Angleterre. Et puis il me raconte
comment il a été refoulé une fois, deux fois, trois fois en prenant le train. Il me raconte ses stratagèmes. Il se rase, il se parfume. Il essaye de se fondre dans la masse des travailleurs italiens qui vont à Monaco travailler pour la journée. Et à chaque fois, comme il est noir, il se fait arrêter. Finalement, je l'ai quitté après cette belle interview et j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai rappelé et je lui ai donné rendez-vous et puis je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi je te fais passer en France. Je sais pas, j'ai senti une amitié naissante avec ce type et du fait de l'amour qu'il me déclarait pour la France, alors c'est pas le seul fait, mais ça m'a touché quand même parce on est tous un peu patriotes. euh, j'ai organisé son passage. Et donc, c'est l'objet de ce livre, c'est comment on passe en France. Alors, j'ai choisi un col très retiré, sans surveillance, très beau, c'est le col de Fenestre, dans le parc du Mercantour. C'est par là que les Juifs de Saint-Martin-Vésubie ont fui en 1943, lorsque l'armée italienne d'occupation s'est retirée, et l'armée italienne qui protégeait les Juifs dans les Alpes-Maritimes et dans les Alpes d'une façon générale. Et pour ces Juifs, en septembre 1943, il y en avait, je crois, entre 1000 et 2000 à Saint-Martin-Vésubie. Ça a été une véritable sortie d'Égypte, puisqu'ils sont allés en Italie pour être cueillis de l'autre côté de la frontière par les SS. Et sur les 2000 personnes, seuls 200 survivront, hein. Ils périront tous à Auschwitz. Et ils sont tous passés par le col de Fenestre, qui est un col assez difficile quand même, qui est je crois qu'il a 2004, 2006. En tous les cas, lorsque j'ai fait passer ces types, c'était au mois d'octobre, et il y avait déjà de la neige. Et donc voilà, je raconte ce livre, je raconte comment de la pratique du journalisme, on peut être parfois confronté à, redevenir citoyen. C'est un débat qui nous traverse, pas de chez tous les journalistes malheureusement, mais je pense notamment aux photographes qui ont beaucoup couvert les arrivées de migrants dans les îles grecques en face de la Turquie, à Lesbos. Je pense notamment à ce photographe de l'AFP, Aris Messini, qui est basé à Athènes et qui a beaucoup couvert les arrivées de migrants à Lesbos. Et il racontait comment, lorsqu'il voyait un enfant se noyer, il posait son appareil photo pour aller le sauver. Et donc, il y a quelques années, il y a eu un débat au sein de la communauté des journalistes où des photographes et journalistes reprochaient à Aris Messini de poser son appareil photo parce que nous devions être neutres ou en tout le cas ne pas interférer dans l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Sauf que, quoi qu'il advienne, euh, et quoi que vous le vouliez, vous êtes journaliste et vous êtes là. Et donc, vous êtes forcément un acteur de ce qui se passe. Alors, encore deux petites choses. Déjà, merci de nous avoir quasiment raconté ton livre, mais enfin, ça n'empêche pas de présenter aux spectateurs les enfants de la Clarée. On n'a que celui-là sous la main. Voilà. Donc, on le trouve à la librairie L'Opaïs. Deux choses. On a la chance ce soir d'avoir notre ami Dany, qui nous suit souvent lors de nos débats, et qui est un slameur. Qui est un? Un slameur, Ok, c'est du slam. D'ailleurs, on l'appelle le slamant rose. On d'accord. comprendra pourquoi. Et donc, son habitude, son principe, c'est de prendre à la volée comme ça des mots parmi les échanges, dans le débat, et ensuite de nous les lire, de nous les restituer avec sa poésie à lui. Donc, je passe la parole à Dany qui va t'offrir ce slam. Bah, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça aussi, hein.
Oui, oui, c'est bon, je me parle là, je parle pour Non, non, pour la salle, j'écoute. voilà, c'est mieux. D'accord. Je comprends. Ah, bah, oui, c'est vrai. Ça ira bien comme ça. Oui, c'est plus pour des mots pour m'amuser, hein, pour vous Oui, oui, amuser. oui. Cueille, cueille, accueille, la voix du cœur, main tendue, attendue, passe, passe le col, police, police, passe, passe, la main au collet, jeu de loi, sans assistance des merdias, enfant de la clarée, mineur, non accompagné, Guinée, Guinée, bien né, mais malmené, malmené, Libye, la Libye, pas toujours le bon alibi. Enfance, errance, droit d'asile, droit d'exil, hors pas, donne pas toujours leur pas. Ukrainien, Ukrainien, ils craignent rien, géopolitique, géopolitique, géopolitique. Route migratoire, neige, neige, aide, aide, maraude, maraude, on the maraude, again. Arrêté au pied de l'échelle, du scoop à la soucoupe, du scoop à la soucoupe pour la bonté et le bon thé. Reportage, reportage en Guinée, Guinée bis, Guinée bis, tour de passe, passe, et passeur en crise, 20 timilles, protection subsidiaire, faut pas caler, gare, gare à l'asile, soudanais, Soudan, la pomme sous la dent, et passe, passe, je te défenestre, un destin moins funeste, un destin moins funeste. Merci Raphaël, tu lui as donné des ailes. Merci beaucoup. C'est très sympa de votre part. Emmanuel, deux mots au public ou à Raphaël. Oui, Raphaël, vous voyez sur la table là des jus de pommes qui ont été glanés, pressés et qui sont faits par des militants qui financent ainsi les refuges du côté de Briançon. Eh ben super. Merci. Merci pour eux. Non, la protection subsidiaire, c'est une carte de 5 ans, enfin, qu'on a. Ok, d'accord, merci. Eh bien, merci, merci Raphaël, merci beaucoup. C'était Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et bah, écoutez, au plaisir de vous croiser un jour à Draguignan. on espère qu'on se revoit sur l'Oise bientôt, hein, chez Gérard. D'accord? Voilà, officiellement. Merci Salut Raphaël. Gérard, merci pour ton Bientôt, accueil, bisous. ton appel. À très vite. Oui, à très vite. Bye.